femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. J'avais quelques questions parce qu'en fait, à partir du mois de septembre, j'ai décidé de faire l'instruction à la maison pour mes deux filles. Donc, Lauriane qui va aller en 4e et Emeline qui va aller en grande section de maternelle. Donc, ce sont mes 4e et 5e enfants. Ils ont tous été à l'école. Et du coup, c'est vraiment une grande première. Ça fait déjà un moment que j'y pense pour plusieurs raisons combinées. Et là, voilà, ça se concrétise. Et pour Emeline, j'ai pas d'inquiétude parce que j'ai lu beaucoup de choses et je connais beaucoup de choses étant infirmière péricultrice notamment. Mais par contre, pour Lauriane qui a toujours été en cours, et voilà, là, je me pose vraiment des questions, surtout sur la méthode. Est-ce qu'il faut que je l'inscrive au CNED? Est-ce qu'il faut que j'achète des livres? Voilà, donc là, c'est comme elle va aller en 4e. Mais par contre, toutes les deux, elles sont vraiment partantes pour cette aventure, je dirais. Voilà. Alors ma crainte, c'était de ne pas répéter ce qui se faisait à l'école, mais j'avais quand même envie de savoir, est-ce que mon enfant avait maîtrisé. Mais finalement, on s'en rend compte très vite, parce que c'est vrai que tant qu'il n'a pas maîtrisé quelque chose, on ne peut pas passer à autre chose. Mais j'ai essayé quand même de faire quelque chose de ludique, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. C'est que pour être sûr qu'il avait maîtrisé sa leçon, je lui ai proposé de faire ce qu'on appelle des lab books. Et en fait, des lab books, c'est un petit exposé où l'enfant va être vraiment autonome, donc il va développer ses compétences de recherche. Il a l'ordinateur et lui-même va rechercher et va synthétiser la leçon ou les leçons que l'on a vues. Alors j'ai ramené un lab book, ça va être celui sur la leçon des paysans et seigneurs, et je vais juste vous montrer comment il a travaillé son lab book. Alors celui-là, je l'ai fait avec lui. Excusez-moi, il a 13 ans aujourd'hui. Voilà. Pas aujourd'hui même. Donc voilà. Donc ça c'est lui qui l'a fait. On l'a fait ensemble. Et ça a été son devoir, montrer comment il arrive à synthétiser sa leçon. Donc ici, dans le lab book, ça parle ici de la partie des paysans, donc il va mettre la partie calendrier agricole. Comment il a choisi la photo qui synthétisait le mieux cette partie. Là, ça va parler donc de la frise, puisqu'on apprend la période des paysans et des seigneurs. Donc là, la frise, ça, il la met à chaque fois. Donc on le fait en histoire, on le fait dans toutes les matières. Il y a celui d'SVT, je vous montrerai aussi. Ici, ça parle. Donc là, il a pas la période des paysans et des seigneurs. Merci Alison. Les grands défrichements, en fait, ils synthétisent les points vraiment importants. Ici, quelles étaient les activités des seigneurs. Et en fait, l'enfant, il le fait de manière ludique, mais il retient tout. Parce que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui est vraiment l'auteur de cet exposé. C'est lui qui a été chercher les images sur Internet. C'est lui qui va mettre le texte qu'il a envie. Et là, c'est vraiment la preuve que l'enfant a maîtrisé son devoir. On l'a fait dans d'autres matières. Alors celui-là, c'est celui d'SVT. Alors, je vais peut-être pas... Voilà. Celui d'SVT. Dans celui-là, c'est celui de géographie. Donc, il a voulu le faire comme ça. Il a fait un petit coup de la vie, ce qu'il appelait la roue. Alors, comment il l'a appelé? Je ne me rappelle plus. Donc là, c'est une petite roue, le coût de la vie. Donc là, on voit combien coûtent les choses à Madagascar. Ici, il a mis des petites choses sur le défrichement, voilà. Il a mis son thème, là, donc là, il n'a pas terminé, mais on l'a ramené quand même pour qu'on puisse voir les photos qu'il a prises. Et on fait ça pour pratiquement toutes les matières. Comme ça, l'enfant, sous forme de manière ludique, il peut prouver qu'il maîtrise sa leçon.
Et quand je lui pose des questions, parce qu'il a pris du temps à préparer son labbook, quand je lui pose des questions, en fait, il connaît tout. Il connaît vraiment tout. Donc voilà. Vous pourrez voir tous ces documents tout à l'heure, on va les exposer dans le hall. Ah, pardon. Moi, je voudrais juste poser une question. En fait, c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir forcément à quelle méthode faire parce que moi, par exemple, je ne sais pas parler allemand, elle fait de l'allemand. Voilà, donc effectivement, j'ai des questions. C'est vrai que le CNET, par exemple, ce serait peut-être plus simple, mais en même temps, est-ce que ça va lui convenir? Parce qu'en fait, là, si je l'enlève du collège, c'est justement parce que le collège, l'enseignement du collège n'est pas adapté. Enfin, j'ai vu depuis 2 ans que c'était pas adapté pour elle. Mes garçons avaient réussi, mais elle, voilà, ça se passe pas de la même manière. Donc, Je peux poser ma question, du coup? Ou on attend de répondre à sa question? Sur un témoignage. Pour l'apprentissage, notamment des langues, je ne parle aucune langue couramment et je ne suis pas douée pour les langues. Mais j'ai un secret, c'est de ne jamais faire quelque chose. Il y a trop de matériel maintenant, et de matériel bon marché, de matériel partout, pour se permettre de faire des choses dont on n'a pas la correction. C'est-à-dire que je ne fais jamais faire un exercice dans une matière que je ne connais pas en tout cas, sans avoir la correction. Donc je suis sûre que je ne raconte pas n'importe quoi aux enfants. C'est très important. Ne pas se lancer et se dire voilà, c'est comme ça que devrait être fait. Ayez toujours des corrections, des matériels avec correction. Ensuite, pour les langues, il ne faut pas hésiter. Moi, j'investis le moins possible. D'être des rats de bibliothèque. Dans la bibliothèque, on trouve des CD, des DVD, tout ce qu'il faut pour les langues. Et chaque fois que l'enfant a un cours de langue, je lui fais écouter, entendre, parler. Mes enfants parlent couramment l'anglais, l'autre parle l'allemand, l'aîné parle plein de langues. Et le deuxième, non, il parle couramment et je ne sais pas parler l'anglais couramment. Je ne maîtrise aucune langue. Et ils n'ont eu que moi comme professeur, c'est-à-dire un professeur qui leur apprend comment ils doivent apprendre. Et quand ils font leur crise, il dit « Maman, tu sais rien et tu nous apprends tout. » Voilà. Mais il faut savoir leur dire « Je m'en moque, c'est toi, tu vas apprendre. » Et il faut apprendre, à instruire l'enfant. C'est tout. Il faut ayez de l'assurance parce que vous avez la correction de ce que vous avez. Rien que des choses corrigées. Et ensuite, pour la prononciation, n'hésitez pas. Internet, DVD, CD, servez-vous de support pour ne pas faire d'erreur. Merci. Ta question? Juste par rapport à madame qui a montré les labbooks, c'est assez intéressant et j'imagine qu'en fait l'idée vient de tes recherches en fait, le labbook en soi. L'idée m'est venue aussi de ma sœur qui fait aussi école à la maison, qui a commencé l'année dernière. Et quand on discutait sur la manière dont on avait envie de mettre en place différentes activités pour nos enfants, elle m'a parlé des labbooks. Et donc j'ai été voir sur Internet et on a fait toutes les deux des labbooks sur différents thèmes. Et c'est venu, voilà, on échange les idées, on fait la même chose avec Anne. On a essayé de créer quelque chose d'assez interactif. C'est-à-dire que, à la fois sur nos enfants, quand on voit qu'il y a une lacune, on se met en prière par rapport aux lacunes, on demande à Dieu de nous aider. En tant que maman et pour les enfants, donc on prie vraiment sur des thèmes bien précis, et ça depuis qu'on a commencé l'école à la maison, mais on le faisait déjà avant. Mais quand on a des idées, on se les échange aussi. Et donc du coup,
on a une bibliothèque d'informations parce qu'on est à plusieurs. Et puis je vais rejoindre ce que dit Brigitte, on passe beaucoup de temps à la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on y va, et à la bibliothèque, on y va tous les mercredis. On fait même école dans la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on y va un mercredi matin pour changer un peu l'habitude des enfants. On prend le cartable, ils mettent leurs affaires dans le cartable, on s'installe dans un petit coin dans la bibliothèque, et ce jour-là, ils sont dans un cadre qui n'est pas la maison, et ils sont à la bibliothèque. Et là, quand ils sont en pause, eh bien, ils vont chercher dans les bouquins, ils vont jeter un coup d'œil. Leur récréation, ça se passe à la bibliothèque. Quand ils ont besoin d'une information, ils vont chercher directement dans la bibliothèque. C'est qui est beaucoup plus riche que la mienne. Et du coup, ça leur fait sortir du cadre et ça nous permet à nous, mamans, d'avoir pas mal d'idées aussi. En fait, ma vraie question, parce que j'avais une vraie question, c'est en fait comment tu... Parce que c'est vrai que moi, je vois, quand j'ai vu les labooks, je fais waouh, enfin, le petit il a réussi à faire ça. Mais quand tu dis on l'a fait ensemble, j'imagine quand même que tu injectes en fait une façon de le faire. Est-ce qu'il a vraiment tout le format, le fond c'est comment? Parce que moi, j'ai pas d'enfant et je vais en avoir et j'aimerais bien faire l'école à la maison. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a cette peur où on se dit on va pas être capable de le faire. Après, on se dit mais bon, Dieu est avec toi, donc ça va aller. Mais moi, je me dis là, mes enfants, je sais pas s'ils pourront faire ce que ton fils a fait en fait. Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a, comme tu dis, j'ai bien aimé quand tu as parlé tout à l'heure, quand tu disais qu'on injecte en fait une façon de voir un peu la vie, de faire les choses de façon plus hypersensible, si j'ai bien compris. Et du coup, ça vient automatiquement, etc. Mais c'est tellement structuré que j'aimerais bien savoir comment tu fais en fait pour qu'il puisse arriver à s'auto-gérer en fait dans son travail. Je suis là. Je pense que Nathalie avait envie de répondre peut-être un petit peu avant toi. Je voulais juste apporter une petite précision parce qu'elle a dit que sa fille a 13 ans. Et moi, je fais cette méthode avec ma fille qui est plus petite. On a commencé quand elle avait 8 ans, le labbook. Donc forcément, c'est pas elle qui l'avait fait. En fait, j'ai remarqué qu'elle avait une mémoire visuelle. Donc, j'ai mis la leçon de mathématiques sur un panneau, une feuille A3. C'est A3, oui, A3. Et donc, elle apprend parce quand elle regarde, elle voit toute la leçon sur une seule feuille. Et il y a des couleurs qui font ressortir les choses. Il y a des codes couleurs. Donc, c'est une méthode aussi pour les enfants qui ont une bonne mémoire visuelle. Après, moi j'ai fait avec elle. Maintenant, elle peut le faire toute seule parce qu'elle a 11 ans. Elle peut faire. Il y a des thèmes où je lui apporte quand même mon aide. Mais si tu te poses la question pour un enfant plus petit, effectivement, c'est le parent peut commencer déjà à faire des panneaux. Comme on leur apprend assez tôt à l'école, enfin normalement, à faire des exposés sur des grands panneaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu avais posé une autre question par rapport... Oui, non. Oui, sur un travail comme celui-ci, comme je te disais, mais sinon pour la structure en général, comme elle... Et oui, ce que je voulais te dire, il ne faut pas avoir de crainte, parce que l'enfant ressent la crainte du parent. Si tu as déjà une crainte, tu vas lui transmettre ta crainte, et ça va être difficilement gérable. Voilà, je lui laisse la parole. Alors pour répondre à ta question, ce que je lui demande de faire concrètement, je lui dis voilà, les différentes leçons, tu as appris des différents thèmes. Tu vas me préparer le squelette de ce que tu vas mettre dans ton labbook. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui a retenu ton attention, quelles sont les idées principales que tu veux mettre dans le labbook. Et après, je vais t'aider pour la mise en forme. Mais ça, je l'ai fait au début. Les autres, tu le fais tout seul parce que c'est ton travail, c'est ton exposé. Donc, il prépare de toute façon le squelette. Ça me permet de voir ce qu'il a retenu, ce qu'il veut mettre. Est-ce que réellement, il n'y a pas un thème qu'il a oublié? Et je lui en parle. Je lui dis, oui, mais ça, tel thème, pourquoi tu ne l'as pas abordé? Mais c'est son travail. S'il a décidé de ne pas aborder ce thème-là parce qu'il ne s'en rappelle pas ou parce qu'il a décidé de prioriser tel ou tel thème, je le laisse vraiment libre dans son travail. Parce que le travail qu'il va faire,
c'est le fruit de ce qu'il a retenu. Et c'est ça qui est important pour moi. Parce que derrière, je passe du temps avec lui, on fait des exercices, on fait du pratique, mais qu'est-ce que concrètement tu as retenu? Et je veux que le Lifebook, ça soit le résultat de ce qu'il a maîtrisé, de ce qu'il a retenu. Donc, en effet, je lui demande d'avoir un thème, une cohérence, parce que j'aime bien les choses aussi bien faites, et que je trouve que c'est bien aussi d'inculquer à l'enfant d'avoir une idée, une rigueur, mais aussi une idée générale, c'est-à-dire une construction dans le travail qu'il va effectuer. Eh bien, dans le Lifebook, je veux aussi qu'il apprenne à avoir une construction dans le travail qu'il va faire. Et c'est vrai qu'au départ, au préalable, je lui demande de me donner une idée de ce qu'il a l'intention de mettre, comment il a l'intention de le mettre en forme, tout simplement. Je me permets, je vole le micro. Moi, j'ai aucun enfant encore à école à la maison, mais pour être témoin de plusieurs cas, faut vraiment avoir confiance en Dieu parce que Dieu décuple l'intelligence de l'enfant. Et moi, j'ai vu le cas de mon neveu. Enfin, j'ai plusieurs neveux dans ce cas-là. J'ai vu leur cas avant et après, et il y a une vraie transformation. Moi, je connais les enfants de Brigitte. Pour moi, c'est des enfants hors normes, tellement ils sont intelligents. C'est incroyable. Et vous verrez la maturité d'Eliès et de Karl tout à l'heure. Et c'est vraiment Dieu qui met ça dans leur cœur. Je vais prendre 2 dernières questions parce qu'après, il y a des témoignages. Bon. Oui, bon, oui, c'est une fois qu'un homme veut parler. Oui, alors, nous, on n'est pas encore dans ce cas-là. On a une petite fille de 15 mois. Et je voulais poser des questions aux femmes parce qu'on dirait que est-ce que les hommes arrivent à s'intégrer, en fait, dans l'éducation pour l'école à la maison? C'est-à-dire, mon épouse et moi-même, nous n'avons pas les mêmes compétences. Alors, si moi, je suis peut-être meilleur en maths, mais étant donné que je travaille, comment inclure alors ma touche personnelle dans l'éducation de ma fille? Ou est-ce que c'est mieux de prendre des supports, comme elle a dit, si on n'a pas les compétences? Enfin voilà, mon questionnement, il est là. Est-ce que moi, je peux mettre ma touche dans cet enseignement sans pour autant que les journées soient trop longues? Parce que je travaille, donc voilà, c'est... D'accord. Alors, par rapport à ta question, Excuse-moi, hein. Je te redonne tout de suite, mais excuse-moi, je tenais à dire Alléluia, Amen, merci mon frère d'avoir pris la parole. c'est vrai. C'était un cri du cœur, il fallait que ça sorte. Je comprends. Ce que je voulais te dire par rapport à ton questionnement, c'est que moi j'ai commencé en septembre l'école à la maison, c'est tout frais, mais je dois dire que ça a vraiment replacé le rôle de chacun à la maison. Ça faisait plus de 10 ans que je travaillais en banque, j'ai toujours travaillé, et en fin de compte, c'est un peu comme si mon mari et moi, on était égaux, en fait, en termes... Non, mais je veux dire, comme si on avait... Enfin, le rôle de chacun a été remis sur chacun. C'est-à-dire que moi, j'empiète plus, et ça se fait naturellement, j'empiète plus sur sa partie et lui, plus sur la mienne. C'est-à-dire que chacun vraiment a son rôle et ça a vraiment été rééquilibré dans le foyer. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que ça s'est vraiment fait naturellement. Et le rôle de mon mari, en fait, vraiment, il me soutient, il est là à mes côtés. Et si, par exemple, il y a des choses que j'arrive pas, des notions que j'arrive pas à expliquer, la petite a 4 ans, elle est en maternelle, mais Liès qui est au CM1, s'il y a des notions sur lesquelles je bloque, eh ben, je vais lui en parler, puis tout de suite, il va m'aider, il va essayer. En fait, nos actions, elles vont être complémentaires. Et c'est déjà arrivé que ce soit lui qui prenne le relais sur un thème. Par exemple, sur les fractions, il y a un moment, je bloquais. Il a pris tous les Legos, les cas plats, il a pris. Un soir, il rentrait et puis je crois qu'il avait posé une demi-journée aussi. Puis avec les Legos et les cas plats, il a expliqué les fractions à l'IS. Et autre chose aussi, son rôle de sacrificateur dans le foyer a vraiment pris toute sa mesure. Et le culte du soir, à l'époque, quand moi je travaillais, on pouvait faire tous les deux le culte le soir. Non, maintenant le culte le soir, c'est lui.
C'est vraiment, c'est sa partie, c'est son morceau. Et gloire à Dieu parce que ça a vraiment rééquilibré le foyer et ça a vraiment replacé chaque personne dans son rôle. Et comme je te dis, c'est naturel, vraiment. Il n'y a aucun effort de chacun ou quoi. Vraiment, Dieu, il a recadré tout le monde, il a remis chaque personne à sa place. Et donc, tu vas voir, quand tu vas vivre cette expérience avec ta fille, eh ben, tu vas voir que ça va se faire tout naturellement. Même si tu travailles, tu vas réussir naturellement à rentrer dans le plan. Ouais. J'acquiesce à 200-300%. J'ai même envie de dire que ce que tu dis là est valable aussi pour la fratrie. Moi, j'avais senti ma fratrie pas glisser, mais ma fille avait commencé à aller au collège. Du coup, elle restait toute la journée hors de la maison. Et elle voyait ses frères et sœurs que le soir et tout. Bon, ça chamaille un peu, mais voilà. Et là, en fait, quand la première année, les deux autres étaient encore à l'école, mais rien que le fait qu'elle recommence à être à la maison et qu'on mangeait ensemble, je sentais que ça a changé déjà la donne. Et maintenant qu'ils sont ensemble, on les apprend vraiment à être des frères et sœurs parce qu'on n'a pas le temps quand les enfants sont en dehors de la maison toute la journée, les parents aussi. Donc ça permet vraiment que la famille retrouve sa place et son rôle vraiment. Enfin voilà. Donc j'acquiesce dans ce qu'elle dit. Maintenant, ce que je voudrais rajouter aussi par rapport au papa. Je suis entièrement d'accord et d'ailleurs Brigitte, c'est une des choses qui m'avait beaucoup marqué quand tu étais intervenue à l'église de Paris Sud-Est, c'est que je pense vraiment que la maman, la maison, c'est son apanage quand même. C'est-à-dire que je pense que effectivement, elle a un rôle privilégié et la parole de Dieu nous le montre et Sabine nous l'a montré ce matin aussi. Elle a un rôle privilégié. On a vu l'exemple de Samuel, on a vu l'exemple de Moïse. La mère a un rôle privilégié à jouer auprès de l'enfant, très clairement. Maintenant, le père, c'est le père de l'enfant. C'est-à-dire qu'il a aussi beaucoup de choses à lui amener. Ce serait une erreur à commettre de dire que bon, ok, toi t'es à la maison, tu gères les enfants, moi je vais travailler et je fais manger ma famille. C'est une grosse erreur. Parce que ça donne des pères qui, certes, sont contents de pouvoir nourrir leur famille. Hein, c'est quand même quelque chose que les hommes sont fiers de faire. Mais en fait, ça les éloigne au final quand même de leur famille. Et ils sont un peu laissés pour compte. Et ils n'arrivent pas à suivre les choses, sachant que la femme et l'homme ont chacun un rôle à jouer auprès de l'enfant pour son équilibre. On disait que quand l'enfant est petit, on va faire des jeux avec lui, etc. C'est pareil, les jeux que le papa fait avec l'enfant quand il est tout petit. Je crois que le papa doit rester dans cette disponibilité, d'avoir des moments d'échange avec l'enfant. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut pouvoir s'adapter aux besoins de l'enfant. Maintenant, au quotidien par rapport à l'éducation, comme on disait, il ne faut pas voir que l'instruction. C'est qu'une petite partie. L'éducation, c'est vraiment plus global. Et donc ça, il faut le vivre ensemble. Quand on décide de faire une chose ou une autre, il faut se consulter, il faut discuter, il faut se mettre d'accord. Moi, nous, on avait fait le choix avec ma fille de 13 ans. La première année, il y avait que elle et avec toutes les deux, on a beaucoup voyagé. Mais mon mari était d'accord. Et puis finalement, les petits sont arrivés, on a continué à voyager. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que on partait jamais très très longtemps, mais je sentais bien que pendant les voyages, j'avais un peu quelque chose de bancal. Pourquoi ? Parce que ma grande, elle aime beaucoup l'art, et c'était notre plaisir d'aller visiter dans toutes les villes et dans tous les pays où on a été, de visiter toutes sortes de musées. Mais quand j'étais avec les plus jeunes, alors j'essayais de les intéresser quand même à ce qu'on visitait pour que ça ouvre un peu leur esprit. Mais je sentais qu'il y a des fois, c'était quand même pénible, en particulier pour mon garçon. Et lui se retrouvait là, avec 3 filles, dans un musée par XY, enfin je sais pas de quoi. Alors à part tout ce qui était effectivement les musées, là où il y a toutes les choses de la nature, végétaux, les musées d'histoire naturelle. À part ceux-là où ça fait l'unanimité. Et ben en fait, il était un peu laissé pour compte là comme ça. Et j'ai sollicité mon mari, j'en ai parlé avec lui pour qu'on puisse faire les voyages, mais avec lui. Donc c'est pas toujours évident, c'est plus de frais aussi. Mais je suis super contente parce que par la grâce de Dieu, une fois de plus, il suffit de mettre ça au pied du Seigneur. Et les 2 derniers voyages qu'on a fait plus loin, c'est-à-dire en Espagne, à Barcelone et à Lisbonne, ben mon mari est venu. Et ça a tout changé.
Parce que du coup, il est avec son père, mon fils, et du coup, il est content, il se sent bien, papa est là, ça change toute la dynamique. Et du coup, eh ben, il a pu aller visiter le stade du Barça, où il n'aurait jamais été avec moi. Voilà, donc c'est une manière de dire que le père a complètement sa place. C'est l'éducation, en fait. Et c'est pour ça qu'on est deux, effectivement. C'est très, très important. Je suis contente, Yoann, que tu aies soulevé ça. Et j'incite un peu tous les pères, comme ça, à être partie prenante. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, les pères, c'est que vous êtes partie prenante, mais à ne pas se sentir mis de côté, comme quand l'enfant vient de naître et qu'on se dit « Ah oui, c'est pas moi qui l'allaite, c'est pas moi. » Non, il faut trouver sa place. Et c'est très, très important pour l'équilibre de l'enfant. Oui, effectivement, et c'est aussi aux femmes de leur laisser leur place aussi. Il y avait une dernière réponse à cette question. Oui, alors je voulais juste préciser quelque chose. J'ai entendu plusieurs personnes parler. C'est bien quand les deux sont dans le même état d'esprit, c'est très bien. Moi, je vais parler de mon cas, qui est un peu différent. J'ai eu mon premier garçon, qui a 4 ans aujourd'hui. Et plus l'entrée à l'école vers 3 ans, ça commençait à me stresser. Donc je suis partie aux Antilles, juste avant, l'année où il était censé rentrer à l'école. Et je ne savais pas encore si je le mettais à l'école publique ou à l'école adventiste. Enfin bref, je ne savais pas, j'étais un peu perdue. Et donc je suis allée à la Martinique en vacances. Et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça avec qui j'ai discuté, dont quelqu'un qui a géré une association, qui a créé une école et tout, et qui me disait « Mais Katie, pourquoi est-ce que tu mets ton enfant à l'école? Je ne comprends pas. » Je lui dis « Écoute, je ne sens pas que j'ai les qualifications qu'il faut pour pouvoir faire l'école à mon fils. Enfin, moi, je pense qu'il faut avoir un certain bagage et tout. » Et elle m'a dit, écoute, moi je crois que ce qui est mieux, c'est que tu gardes ton enfant à la maison, que tu puisses suivre son rythme. Et quand elle m'a expliqué ça comme ça, j'ai senti un poids tomber. Parce que c'était ça mon plus gros stress, avoir à le réveiller. Parce que jusque-là, j'ai toujours respecté son rythme. J'ai laissé mon fils se réveiller à l'heure, à son heure. Je ne le forçais pas à se lever. Ensuite, on organisait la journée en fonction des impératifs et tout. Mais j'étais pas partie du tout pour faire l'école à la maison. Donc c'est parti d'un déclic. Quand mon ami m'a expliqué ça, je me suis dit, ah oui, en effet, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de bien, ça pourrait être une belle aventure. Et donc, j'en ai parlé à mon mari, qui n'était pas vraiment, je ne vais pas dire qu'il était contre, mais il n'était pas vraiment dans le projet. Donc, et comme je suis quelqu'un d'assez, comment dirais-je, assez spontané. Quand je veux faire quelque chose, je fonce, j'y vais, voilà. Donc, il m'a laissé faire. Donc, mais il n'était pas vraiment dans cette même démarche. Donc, c'est pas forcément évident. Moi, je tiens à en parler parce que des fois, il y a des femmes qui ont peut-être l'envie de faire et à côté, le mari n'est pas forcément très emballé, donc n'encourage pas forcément. Et l'épouse peut se dire, on laisse tomber, c'est pas ce qu'il faut. Non. Eh bien, aujourd'hui, donc j'ai commencé en septembre aussi. Eh bien, mon mari, c'est pas il va pas parler, il va pas me dire c'est bien ce que tu fais, Katie. Mais dans son comportement et tout, je vois qu'il est là, qu'il m'accompagne, qu'il des fois, quand moi j'ai du mal avec mon fils à expliquer des choses parce que faut pas croire, j'ai mon caractère, donc des fois je ne suis pas forcément patiente ou je n'ai pas forcément la bonne méthode. Eh bien, lui, en tant que papa, il va aborder les choses différemment. Et voilà, et l'enfant trouve son équilibre. Et il n'est pas là avec moi. Pourquoi? Parce que tellement il m'accompagne dans mon projet, il m'a accompagné ici et il s'occupe des enfants pour que les enfants puissent aussi évoluer bien et que moi, je puisse partager ce moment avec vous. Alors moi, je dis vraiment gloire à Dieu parce que à partir du moment où nous, femmes, nous avons cette conviction que c'est Dieu qui nous a orientés, qui nous demande de faire ça, eh bien, il va aussi conduire notre foyer. Donc, le papa va entrer après dans le même, je sais pas comment dire, le même concept, enfin, tout ça, voilà. Vous avez compris.
on avait juste une dernière question, mais avant ça, je propose à Natacha qui va partir de pouvoir nous montrer tous ces supports parce que tu as ramené plein de choses et comme tu t'en vas, ce serait dommage qu'on n'en profite pas. Mais en fait, je peux même pas partir parce que j'attends mon fils Karl. Bon, il y a une dernière, mais vraiment, il faut que ça aille très très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai une question. Sachant que pour pouvoir faire l'école à la maison, il faut être disponible, j'ai compris que l'une d'entre vous a pris une mobilité, mais pour les autres, aviez-vous démissionné et si oui, quel était votre parcours professionnel? Quelqu'un a une réponse, vraiment une dernière réponse très synthétique. Oui, oui. Bon, très brièvement, l'école à la maison est une aventure qu'on fait à deux, mais aussi une aventure qu'on fait avec Dieu. Moi, je suis psychologue clinicienne, j'ai essayé pendant longtemps de faire les deux, ça n'a pas été possible très longtemps, et l'aventure, j'ai dû la faire avec Dieu. Et se dire, c'est ta volonté, donc j'y arriverai. Ok. Comment? Oui. Je vous propose qu'on arrête là parce que il est déjà tard. Et il y a un témoignage. Ensuite, il y a une présentation que les enfants vont vous faire pour vous montrer un petit peu les résultats de l'école à la maison. Donc, je laisse la place à Anne si tu veux bien partager ton témoignage. Bon, alors on nous laisse un tout petit peu de temps pour répondre encore à la question avec Natacha. C'était quelle question? Est-ce que tu as démissionné? Ah oui. Alors, c'est Nelly, c'est toi qui réponds? D'accord. Tu avais su la question bien? Alors en fait, donc pour répondre à la question, donc Brigitte a déjà répondu. En fait, c'était quel est le parcours professionnel et alors pour venir à faire l'école à la maison, comment on concilie les deux, comment on s'arrête. Je te redonne le micro. Moi, sur l'aventure avec Dieu, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, mais je savais que le jour où que Dieu me donnerait un enfant, c'était prioritaire, parce que je fais la différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel. Et donc pour moi, il y avait, c'était pas, il y avait pas de, je me suis pas posé la question pendant longtemps. J'aimais ce que je faisais, mais je me suis dit que maintenant que j'ai les enfants, je veux vraiment, on peut essayer, je vois pas comment on peut faire les deux. Je vois pas comment on peut faire l'école à la maison et travailler en même temps. Alors ceci dit, je dis ça, mais c'est vrai qu'après j'avais fait une petite auto-entreprise qui me permettait, lorsque les enfants étaient beaucoup plus jeunes, enfin encore tout petits, de travailler un peu à la maison. Effectivement. Ça, j'y arrivais un petit peu, mais quand les enfants sont vraiment petits. Mais très rapidement, en fait, en grandissant, moi, je trouve que c'est vraiment un temps complet. Et du coup, là, en fait, mon entreprise, je l'ai radiée. Enfin, j'ai fait une radiation parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire vraiment les deux à fond. Il faut quand il y a 3 enfants, ça demande beaucoup. Alors moi, j'ai une expérience qui est totalement différente parce que j'aimais envoyer mes enfants à l'école, voilà. J'aimais les voir partir avec leur cartable, j'aimais préparer les affaires scolaires, j'aimais l'école, voilà. Et surtout, j'aimais mon travail. Je venais de reprendre mes études, de préparer un master en financement de l'immobilier. Quand Dieu m'a interpellée, et dans toute ma carrière, j'ai travaillé aussi dans le milieu bancaire. J'avais enfin trouvé the job et je m'éclatais. Et en fait, on a déménagé de la région parisienne pour s'installer à la campagne. Je suis dans un cadre qui permet à mes enfants d'évoluer correctement. Et je continuais à travailler sur la région parisienne. Donc le matin, je partais, ils n'étaient pas réveillés. Le soir, j'arrivais et je les voyais une demi-heure ou 1 heure. Mais j'étais dans le plan de Dieu.
au bout d'un moment, Dieu m'a fait comprendre que l'éducation de mes enfants était devenue la priorité. J'ai commencé à être sensibilisée par rapport à tous ces mouvements LGBTQ. Et je me suis dit, mais on est en train quand même d'inculquer à nos enfants des choses sur des croyances qui ne sont pas les miennes. Ensuite, j'ai été interpellée parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sorcellerie à l'école. Des livres qui... Mon fils avait un livre, c'était une sorcière qui l'éduquait. Je vais t'apprendre le A, ensuite le B, et puis après, à la fin de la formule, tu avais abracadabra. Et j'étais là, mais je peux pas. Et à force d'en voir la théorie du genre, on a totalement réformé notre alimentation, de voir que finalement, ils sont à la cantine. Je veux qu'à la maison, on est végétalien. À l'école, ils mangent encore des œufs. Ça peut arriver qu'ils mangent de la viande. J'étais pas en cohérence avec ma croyance et avec tous mes engagements. Et un jour, j'étais dans une école. J'étais dans un séminaire. Et donc, la personne qui prêchait disait que lorsqu'on laisse nos enfants à l'école du monde, c'est comme si on les faisait passer par le feu. Et alors, ça m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas faire comme le peuple d'Israël ancien. Je ne veux pas imiter les coutumes du monde. Je suis sortie de l'Égypte et en aucun cas, je veux continuer à vivre comme en Égypte. Et donc, pour moi, c'était essentiel que l'éducation à la maison, dans laquelle j'avais vu une présentation 1 an avant et que je m'étais dit, mais alors moi, jamais, parce que working girl comme je suis, jamais j'arriverai à laisser tomber mon travail. J'ai été obligée de faire un choix entre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est le plus important. Il faut savoir que j'ai un de mes enfants, le deuxième, qui, lorsqu'il avait 3 ans, on m'avait diagnostiqué qu'il était sourd. Et que parce qu'il avait un langage difficile, parce qu'il ne s'exprimait pas bien, parce que voilà. Et donc, j'ai été interpellée par rapport à ça. Je me suis dit, j'ai été faire tout de suite des analyses auprès de l'ORL. On m'a fait comprendre qu'il n'était pas sourd, mais comme il avait eu des végétations et des amygdales énormes, le soir, quand il dormait, au lieu d'assimiler tout ce qu'il avait appris dans la journée, eh bien, le cerveau se concentrait sur sa respiration. Et donc, il ne pouvait pas faire les deux. Son cerveau ne pouvait pas à la fois assimiler ce qu'il apprenait et à la fois se concentrer sur ses fonctions vitales. Donc, il a arrêté d'apprendre. Enfin, il apprenait, mais il n'arrivait pas à restituer ce qu'il apprenait. Donc, il avait un langage très difficile. Il avait une compréhension très difficile des choses. Et moi, je me suis dit, mais alors, tu fais quoi? Parce qu'il est très, très grand en taille. Il n'a que 7 ans, il vient d'avoir 7 ans, mais il fait la taille d'un enfant de 10 ans. Et quand j'allais le chercher à l'école, à la maternelle, il avait la taille d'un enfant de CE2. Il dépassait tous les enfants. Et la maîtresse n'avait pas un comportement agréable vis-à-vis de lui, parce qu'il ne comprend pas aussi vite, parce que il faut lui expliquer les choses. Mais quand ça fait 5 fois qu'on t'explique les choses, au bout d'un moment, on te met de côté. Et puis finalement, quand il a fallu passer en maternelle grande section, tous ses copains, parce que je suis venue à la campagne, donc c'était triple niveau, tous ses copains sont passés dans la classe de maternelle grande section, CP, CE1. Mais lui, on l'a laissé avec les maternelles petites sections, maternelle moyenne section et maternelle grande section. Et quand j'allais le chercher et que je voyais mon fils qui avait la taille d'un enfant de CE2, avec les maternelles petites sections qui faisaient moitié moins sa taille, j'en avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais combien de temps tu vas laisser tes enfants subir ça? Je n'ai pas de télé à la maison, c'est un choix. Mais mes enfants rentraient, ils connaissaient les musiques du monde. Ils avaient les habitudes, les coutumes du monde. J'ai laissé mon fils rentrer en 6e. Et avec les habitudes, les réseaux sociaux, les choses comme ça, je voyais des changements chez lui. Et je me suis dit, mais combien de temps tu vas laisser tes enfants? Est-ce que tu vas les laisser passer par le feu? Et donc, au bout d'un moment, Dieu m'a interpellée et je me suis dit, tu fais un choix. C'est soit ton travail que tu aimes et que voilà, ou est-ce que tu fais un choix par rapport à tes enfants? Et donc, j'ai fait le choix de mes enfants.
Et je peux vous dire que à la fois Dieu bénit parce que, en effet, je gagnais bien ma vie, mais aujourd'hui Dieu permet qu'on s'en sorte. Ensuite, mon travail ne m'a pas manqué, mais pas une seule fois. Parce que quand je vois comment Dieu bénit mes enfants et comment aujourd'hui mon deuxième fils, mais alors c'est pratiquement comme s'il n'avait jamais eu de retard, tellement Dieu l'a béni. Donc, comment il a changé le comportement spirituel de mon fils aîné, qui au début n'était même pas intéressé à faire le culte, mais comment aujourd'hui tout s'est recentré sur le moment de prière, sur le temps que l'on passe, comment les enfants eux-mêmes ont envie d'étudier la Bible. Alors, pour rien au monde, je retournerai à mon travail. Alors, si vous avez des questions, on va vous donner une adresse et vous pourrez écrire vos questions, envoyer vos questions à cette adresse-là. Ensuite, on essaiera de vous mettre en contact pour que vous ne puissiez pas rester dans le flou. Voilà, comme ça, vous aurez plus de réponses. Ce sera beaucoup plus précis. Et il y aura sûrement d'autres moments comme ça où on pourra échanger. Donc, on vous tiendra aussi au courant. Donc, je vous propose d'écouter un court témoignage d'Anne. Ensuite, s'il y a les petits jeunes qui veulent nous présenter quelque chose, je vous laisserai découvrir. Et pour ceux qui veulent rester, il y aura après une petite vidéo. Ça vous convient ? On essaye de... Ok. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Anne. Là-bas ? Non, Je suis dans mon coin. Ah ouais, j'étais bien. Bonjour à tous, je m'appelle Anne. Je suis la maman de Lies, qui a 10 ans, et de Eva, qui a 4 ans. Donc comme je le disais quand je te répondais, je suis toute jeune moi également dans cette expérience. J'ai commencé l'école à la maison en septembre. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans le domaine bancaire, donc rien à voir avec la pédagogie, l'école, ce genre de choses. Et pour être tout à fait honnête, ça m'intéressait pas plus que ça. Comme Natacha, moi j'étais contente de mettre mes enfants à l'école, d'aller travailler également. Et puis, en cheminant, en avançant avec mon mari, on a commencé à se dire... en fait, on a réalisé qu'on était pris dans une spirale du quotidien. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est ça la vie finalement ? Est-ce que c'est donner nos enfants à des étrangers, travailler, payer nos impôts, payer nos charges, payer... Et on s'est dit, mais... En fait, on ressentait vraiment que Dieu, il avait un autre plan pour nous, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une réflexion qu'on a eue ensemble. On s'est dit, mais Dieu, il veut quelque chose d'autre pour nous. On n'est pas sur Terre pour être voué à cette vie de courir après des choses en plus éphémères. Et j'avais le sentiment de ne pas voir mes enfants, de ne pas les connaître. C'est ce que je disais, mes enfants, je les nourrissais. Tiens, mange le matin, tiens, mange le soir, et après, je te jette à l'école et je te récupère en fin de journée. C'est à peine si les devoirs s'étaient fait à l'étude. Alors, les devoirs, c'est à peine si j'avais besoin de m'en occuper, voilà. Et donc, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de mes enfants. Et avec mon mari, du coup, on est rentré dans une période de jeûne. On a jeûné pendant plusieurs temps. Et Dieu nous a mis à cœur qu'il fallait que je démissionne, que je quitte mon emploi. Et que vraiment, je me consacre vraiment à mes enfants. On a fait construire une maison là, pas très loin, à Damary, on venait d'emménager, donc on avait cette maison sur les bras. Et Dieu me dit, démissionne. Donc ça a été vraiment par la foi, quoi, parce que voilà, on pensait pas devoir tout réformer comme ça aussi rapidement. Et donc j'ai quitté mon travail, j'ai démissionné l'année dernière au mois de mai. Donc j'ai eu toute la période de mai et d'été pour préparer mon école. Donc j'ai préparé ma salle de classe, je me suis informée, on s'est vraiment investi. Et Natacha, en fait, on a vécu la même expérience quasiment en même temps, donc on s'est vraiment aidés. Natacha, c'est vraiment ma sœur de prière. C'est avec elle qu'on prie tous les lundis matins pour remettre chacun de nos enfants. Et voilà, donc on a commencé en septembre. Et en fin de compte, comme l'a dit Brigitte, on travaille que le matin. Travailler que le matin suffit amplement pour couvrir tout le programme, parce qu'en fait, on n'est que tous les 3. Donc on avance vraiment super bien. C'est du travail de qualité. Il n'y a pas de zone d'ombre dans le programme, c'est-à-dire que la moindre lacune, tout de suite, elle est mise en lumière et tout de suite, elle est contrée, quoi, parce qu'on va tout de suite dénouer les nœuds.
Et au final, les choses se font super bien et c'est lisse en fait. Et les enfants évoluent vraiment rapidement et c'est vraiment extraordinaire. Et donc on travaille que le matin. Les enfants cuisinent avec moi, donc on travaille également tout ce qui est manuel, etc. Ils ont leurs activités sportives, extrascolaires également. Et le plus important dans tout ça, parce qu'en fin de compte, c'est vrai, les enfants, du coup, ça leur donne vraiment beaucoup de bagages. Ils sont vraiment armés. Mais le plus important dans tout ça, finalement, c'est la formation du caractère. Parce que ce qu'on a compris, c'est que Jésus, quand il reviendra, il va venir chercher des caractères parfaits. Il va pas venir chercher des caractères pas affermis en lui ou qui sont pas à son image. Et en fin de compte, en ayant repris mes enfants avec moi, et c'est vraiment un travail pour moi également. C'est pour eux également, mais pour moi, parce que mes enfants, ils m'aident dans ma sanctification. Parce que quand je suis moi, je suis une personne, mais pas patiente, pour un sou. Et honnêtement, aujourd'hui, grâce à l'école à la maison, j'ai vraiment pu régler beaucoup de problèmes sur mon impatience, sur toutes ces choses qui n'étaient pas en accord avec ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé moi aussi dans ma sanctification personnelle et dans celle de mes enfants également. Comme je te disais, ça a recadré également le rôle de chacun. Mon mari a repris son rôle à lui. Moi, j'ai repris le mien. Voilà, ça a vraiment tout rééquilibré. Et aujourd'hui, on a une meilleure qualité de vie, réellement. Et en ne travaillant que le matin et l'après-midi, on est vraiment dans l'expérimentation. On va jardiner, on va cuisiner, on va faire plein de choses. Tous les trois, on partage beaucoup plus de temps. J'ai découvert qu'il y avait plein de facettes de leur caractère que je ne connaissais pas. J'ai découvert que ma fille de 4 ans avait de la répartie. Je ne le savais même pas. J'ai découvert que mon fils, il avait un humour pointu et... Je sais pas, c'est des choses, en un week-end, en un sabbat et un dimanche, malheureusement, on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Parce que tout est bâclé, en fin de compte. Et donc, voilà. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que dans les après-midi, donc on fait la cuisine et toutes les choses un peu pratiques de la maison, mais également, on passe 1 heure, on étudie la Bible. Et ça, c'est vraiment un cadeau parce que avant, avec le travail, on pouvait juste pas le faire. Ça rentrait pas dans le programme, dans l'emploi du temps. Et tous les jours, on étudie la parole de Dieu. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque matin, on commence par un culte et on lit Message à la jeunesse aussi. Alors, il choisit le passage qu'il veut. Je laisse choisir le passage qu'il veut dans Message à la jeunesse et on le lit. Et puis pour Eva, on a la petite vigile pour les enfants. Mais voilà, en tout cas, la partie spirituelle dans le foyer a vraiment été remise au centre. Et en fait, ça contribue vraiment largement à la construction de chacun, à la mienne et à la leur. Parce que eux, ils doivent apprendre, moi, je dois désapprendre. Donc moi, je désapprends, mais eux, du coup, ils apprennent sur des bases super, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, du coup, je vais clôturer mon témoignage. Et je vais vous laisser du coup avec Lies, donc mon fils, et Karl, le fils de Natacha, qui vont vous présenter les 2300 soirées matin, qui est vraiment la base de notre message. C'est la base de notre mouvement et malheureusement, c'est une base que on a un petit peu oubliée ou mise de côté ou qui n'est plus malheureusement dans nos connaissances finalement. On a un peu oublié tout ça. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on a étudié avec nos enfants. Et du coup, ils vont vous le présenter. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque lundi matin, avec Natacha, on prie et on dit quelles sont les petites lacunes qu'on a rencontrées avec nos enfants. Et chaque lundi matin, on dit à Dieu, pour tel enfant, il y a ça qui va pas, Seigneur. Il faut que tu dénoues. Et pour chaque enfant, on le fait. Et je vous assure que Dieu a répondu, il a vraiment agi de manière miraculeuse pour chacun de nos enfants. On a vu vraiment l'évolution et le progrès, c'est vraiment significatif. Autant dans le travail que dans le caractère, que dans les relations avec les autres. Voilà. Donc c'est tout bénef à vivre ça, vraiment. Donc, je sais pas.
Ouais. En attendant, ils vont installer la table pour que les enfants puissent vous raconter quelque chose. Du coup, je laisse. Il y a Brigitte qui voulait revenir sur un sujet, sur les pères, en quelques mots. Donc, je lui laisse la place. Simplement parce que la dernière intervention, on m'avait dit que le père n'avait vraiment pas vu sa place. Il est très important de se rendre compte que quand une mère décide de faire l'école à la maison, elle décide d'avoir 24 heures sur 24 des enfants sur le dos. Il y a cet aspect, l'enfant sur le dos, parce que des fois, elle aura envie de respirer. Si lorsque le père rentre, il ne se rend pas compte que lui, il est sorti du travail et que la femme est à son travail, parce qu'en réalité, son travail sera fini quand l'enfant sera au lit, il n'est pas apte à faire l'école à la maison, c'est tout. Il y a plein de pères qui sont pour l'école à la maison en se disant « je laisse la femme à son travail ». Ce n'est pas valable. Quand il rentre, c'est lui qui doit rappeler par son attitude et sa façon d'être avec sa femme qu'elle est tout simplement une femme et qu'il retrouve son épouse qui a été mère de ses enfants. Et son attitude, sa joie de retrouver son épouse et son foyer va donner de la force et l'envie à la femme de continuer. Et son désir de rendre service, et non pas de dire mais qu'est-ce qui ne va pas encore, pourquoi elle crie, et d'aller en avant dans l'éducation et de soutenir ce qui a été mis en place, donnera à la femme l'envie aussi de continuer et le bonheur de continuer. Le père doit cultiver ce bonheur de la femme d'être à la maison. Sinon, elle est hyper malheureuse, ça ne sert à rien. Merci. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.